merci beaucoup de votre invitation. J'avais donc vu l'intitulé déjà donc, il y a quelque temps, parce qu'initialement, effectivement, le colloque était programmé avant l'été. Ça m'avait vraiment intéressé, ça m'avait dit, ah ben voilà une initiative vraiment féconde, enfin, de se poser la question de ce qu'est la première personne et dans la configuration, portée et limite. Enfin, je trouve que c'est une bonne manière de revenir sur ce sujet, et également dans la façon très pluridisciplinaire que vous avez choisie, donc convoquant différentes traditions philosophiques notamment, donc que ce soit la philosophie de l'esprit, la linguistique et la phénoménologie en particulier, l'herméneutique. Enfin, je pense que c'est vraiment voilà, dans cette configuration que la question doit être posée et reposée. Donc, je pense que c'est vraiment très intéressant de revenir sur ce sujet, et je trouve que le programme est extrêmement motivant. Je pense que j'essaierai de venir demain après-midi. Je ne pourrai pas rester au-delà du début d'après-midi aujourd'hui, mais j'essaierai de revenir demain après-midi. Voilà, donc du coup, je vous ai effectivement proposé cet intitulé de façon à essayer d'ancrer en fait cette question de l'expérience en première personne de fait dans une expérience, d'essayer d'éviter de ne faire qu'en parler en tenant un discours dessus. Évidemment, est toujours le plus confortable et le plus tentant, parce que voilà, on n'a pas à s'impliquer directement dans ce cas-là. Mais il me semble que par cohérence, c'est vraiment important d'entrer dans l'expérience elle-même. Alors, bien sûr, de la décrire, hein, parce qu'il ne s'agit pas de la vivre là, en ce moment, ensemble. Enfin, ce n'est pas ça l'enjeu, ce n'est pas le cadre, en tout cas. Mais au moins d'essayer d'en rendre compte de l'intérieur. Donc, par cohérence, évidemment, c'est la démarche que je vais choisir. Donc, démarche, comme vous le savez, issue de l'approche phénoménologique principalement. Donc, je m'en tiendrai à cette approche aujourd'hui, même si effectivement, dans d'autres travaux, j'ai pu m'intéresser à des croisements avec la linguistique, avec la philosophie de l'esprit. Donc, c'est évidemment un cadre que je trouve plus ample, que je trouve très important. Mais là, pour des raisons de temps, d'économie et puis de cohérence de mon propos, je vais me centrer exclusivement sur la phénoménologie et sur des développements récents de la phénoménologie aussi, que je trouve extrêmement féconds, producteurs justement dans la façon de renouveler, y compris même l'approche phénoménologique initiale. Donc pour des raisons de timing, j'ai un texte que je vais quand même largement lire, hein, enfin, et puis voilà, on va prendre un peu de temps pour discuter après, j'espère. Donc pour la plupart des philosophes, la phénoménologie est en première personne ou n'est pas. Et donc parler de phénoménologie en première personne, ce serait au fond un énoncé assez tautologique, et donc une question qui n'a pas d'objet, enfin, et qu'on pourrait balayer d'un revers de main. Évidemment, dire cela, c'est tout de suite inviter à penser autrement, et on peut se demander si on peut vraiment en rester là, dans la mesure où, dans un premier temps, c'est vrai que l'argument du phénoménologue, de la phénoménologue, c'est de considérer que le jeu transcendantal, et dès lors qu'il est mis en scène, qu'il est thématisé, fait office de première personne à plénière. Et puisque la phénoménologie de Husserl est la science d'un unique objet, comme il l'a dit lui-même, à savoir le sujet, un foyer donc inapparaissant lui-même de vécus qui sont eux-mêmes donnés dans l'expérience et qu'on peut expérimenter et décrire, de ce fait, la phénoménologie serait ipso facto en première personne. Donc, je vais revenir dans ce que je vais vous présenter sur cette ligne d'argumentation, et justement en interrogeant la pertinence que peut avoir un jeu transcendantal que je vais nommer générique, à jouer le rôle d'une instance expérientielle à part entière. Et pour cela, pour construire cet argument, en fait, je reprendrai une exigence qui a été posée initialement par un psychologue, Pierre Vermersch, qui est en fait décédé récemment en juillet dernier, dans sa refondation des méthodes qualitatives, donc qui sont très plurielles, hein, en sciences humaines, une refondation donc d'une expérience que lui nomme radicalement en première personne. Et pour préciser ce qu'il entend par radicalement, en fait, il entend une expérience
fortement spécifiée, c'est le terme qu'il utilise, c'est-à-dire en fait située dans le temps, l'espace et l'environnement interpersonnel. Une expérience qui peut être réitérée, donc qui en ce sens n'est pas privée et foreclose en elle-même, dans la mesure où la méthode sur laquelle il s'appuie, sur laquelle je vais revenir, permet une reprise finalement, permet de reprendre, de revenir à plusieurs reprises sur l'expérience en question. Donc on peut la reproduire, en tout cas on peut la transmettre. Et elle est elle-même produite, cette expérience, par potentiellement un sujet qui peut être lui-même l'objet de sa propre expérience. Donc j'essaierai de montrer que en fait, le fait de valider, de comprendre la phénoménologie comme une approche radicalement en première personne, donc selon la proposition de Pierre Vermersch, eh bien c'est aussi montrer de façon peut-être au départ un peu provocatrice et parfois source de malentendus, mais ça vaut la peine d'avancer ce genre d'hypothèse, que la phénoménologie husserlienne reste en réalité pour une bonne part une approche en troisième personne. Alors c'est cette argumentation que j'avais développée dans l'article que vous avez indiqué à l'instant. Donc l'article que j'ai publié dans ce colloque qui s'est tenu en 2010 à l'université de Rouen, première, deuxième, troisième personne, qui a été publié en 2014 chez Zeta Books. Donc dans cette contribution, qu'est-ce qu'une phénoménologie en première personne? Donc j'avais développé cette argumentation sur un plan, disons, que je qualifierais aujourd'hui au fond de théorique, hein, c'est-à-dire en montrant les arguments de part et d'autre, ce qui, à mon sens, était intéressant et important pour donner le cadre même de cette argumentation. Et donc ici, en fait, aujourd'hui, je vais revenir sur cette ligne argumentative, mais en adoptant une autre posture, c'est-à-dire en évitant, au fond, de tenir un propos simplement critique et argumenté. Et du coup, c'est vrai que je renvoie un peu à cet article voilà, pour les personnes qui voudraient disposer de cette argumentation, et on pourra bien sûr y revenir dans la discussion. Mais je vais donc adopter une autre posture en essayant de décrire vraiment en acte, de manière plus directe, in situ, si je puis dire, ce qu'est une phénoménologie en première personne depuis cette autre posture. Donc, ce ne sera pas une approche seulement critique et de ce fait délimitante et excluante d'un certain point de vue, qui se monte en opposition au fond à la phénoménologie husserlienne et qui en décrit en fait les difficultés. Mais ce sera plutôt une approche que je trouve plus intéressante à présent, maintenant pour moi, en tout cas plus constructive, plus féconde, plus force de proposition, disons. Qui permet davantage d'échanger aussi de ce fait en connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant soi-même accès à cette approche-là et pas simplement en entendant parler. Et donc elle permet vraiment, à mon sens, elle propose une argumentation en réalité, cette façon de procéder, dans la mesure où elle permet de discuter en étant vraiment ancré, en sachant de quoi on parle. Donc, je vais procéder en deux temps. Je vais commencer par présenter quels sont les traits caractéristiques de cette approche authentiquement, radicalement en première personne. Puis, dans un deuxième temps, je m'engagerai dans la description effective d'une expérience en première personne, et donc à ce titre nécessairement singulière. Et l'hypothèse, c'est que sa singularité, si elle fait l'objet d'une description suffisamment détaillée, ne la rejette pas dans quelque chose qui serait une sorte de particularité incommunicable d'une expérience privée, mais peut ouvrir cette expérience d'emblée à quelque chose de partageable, donc à une forme de publicité qui permet une universalité qui reste elle-même située et ancrée, donc qui n'est pas une universalité formelle. Donc ça, ce sera à vous de me dire si c'est le cas ou pas, en fait. Donc le premier temps, je l'ai intitulé de fait d'emblée du terme qui correspond à cette approche radicalement en première personne et donc qui correspond au terme de microphénoménologie. Donc c'est cette approche-là que je vais dans un premier temps tâcher de présenter, en fait, en saisissant les traits principaux, avant de m'engager dans une expérience singulière. Donc en fait, l'acte de baptême, si je puis dire, de la microphénoménologie est récent, puisque le terme en fait a surgi il y a un peu plus de 4 ans, au printemps 2016, de discussions entre des chercheurs rattachés aux archives Husserl,
qui comprenait donc Claire Petit-Mangin, je reviendrai sur son travail, Michel Vidbol, Dominique Pradel et moi-même essentiellement. Et d'un côté, donc, et Pierre Vermersch de l'autre, donc ce psychologue que j'ai déjà mentionné le nom, formé initialement à l'école de Jean Piaget, donc psychologue suisse, et qui fonda donc dès le début des années 80 une technique d'entretien d'explicitation, dans le cadre de sa recherche en psychologie du travail, essentiellement au départ. Donc Pierre Vermersch est parti de la description de séquences d'actions qui sont à la fois quotidiennes et professionnelles, où chacun d'entre nous, nous faisons ce que nous faisons et nous savons le faire. Que ce soit des gestes techniques, comme c'est des exemples qu'il prend lui-même, comme démonter un microprocesseur, donc des gestes techniques qui requièrent vraiment des compétences précises, ou de façon très quotidienne, aller chercher du pain à la boulangerie. Ces actions, en fait, qu'elles soient quotidiennes ou professionnelles, en général, nous savons faire ce genre de choses quand nous avons les compétences, ou de fait. Donc nous sommes, voilà, nous faisons ce que nous faisons et nous savons le faire. Et la question de Pierre Vermersch, dès ce moment-là, ça a été de se demander comment nous faisons ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes capables de décrire la manière dont nous nous y prenons pour faire ce que nous faisons? Donc, si on demande, par exemple, à quelqu'un, si je vous demande, en fait, comment vous avez, on va y revenir après, mais je vais parler de manière encore générale, comment vous faites ce que vous faites, à quelque moment que ce soit, comment vous écrivez là en ce moment, etc. Eh bien, la plupart du temps, on va obtenir une réponse qui fournit la représentation que nous avons de ce que nous faisons, bien plus que comment nous y sommes effectivement pris. Donc, je m'attarde sur le point de départ en fait, de ce questionnement de Pierre Vermersch, car en fait, c'est vraiment le noyau de ce qui va être sa pratique spécifique de description de l'expérience du sujet. Et donc, il nomme en fait cette expérience pré-réfléchie, essentiellement, ou implicite, d'une autre façon. Et cela va le conduire à mettre en place donc, cette technique d'entretien qui est censée permettre au sujet, à chacun d'entre nous, d'expliciter, c'est pour ça qu'il parle d'entretien, d'explicitation, d'expliciter sa manière de faire, notre manière de faire ce que nous faisons, avec un degré de finesse et de description, de granularité, c'est le terme qu'il utilise, qui est habituellement peu atteint. Et donc, c'est à ce moment-là, donc au milieu des années 90, quand il commence à développer cette technique d'entretien, en 93 plus particulièrement, que Pierre Vermersch va rencontrer les textes de la phénoménologie de Husserl, notamment les idées directrices 1, donc ce premier grand texte fondateur pour Husserl en 1913, et il va aussi découvrir des manuscrits des années ultérieures, donc notamment les textes qu'on a ensuite traduits sous le titre de la synthèse passive, qui appartiennent à la période plus tardive de la phénoménologie qu'on nomme génétique. Donc, on revient sur les actes pour s'intéresser à l'émergence et à la jeunesse des vécus même de conscience. Mais il va aussi découvrir le cours de Husserl sur le temps, donc, de 1904-1905, la phénoménologie de la conscience intime du temps. Donc, ce sont des textes qu'il va lire en profondeur, qu'il va vraiment travailler de l'intérieur et qu'il va relire avec son regard de psychologue, donc avec un regard un peu décalé, mais souvent le décalage fournit des visions qu'on n'a pas quand on est collé à l'analyse d'un texte, quand on est soi-même philosophe. Et donc, il prend très vite la mesure en fait, de la fécondité des concepts husserliens dans ces textes, par exemple, du concept de vécu intentionnel, d'acte réflexif ou de mutation attentionnelle, de l'attention, de ce que Husserl appelle lui-même l'intention éveillante, donc la force d'éveil en fait, à la conscience, des processus rétentionnels, donc de la rétention, ce vécu du tout juste passé, de la passivité de cette rétention, de ce que Husserl appelle aussi le champ de prédonation passive de la conscience, donc cette structure d'où émerge finalement le nombre de mes vécus et de mes actes, mais qui ne sont pas donnés immédiatement à moi-même de façon directe. Donc Pierre Vermersch voit dans tous ces concepts des opérations de la conscience, des actes que l'on peut effectuer, que l'on effectue de fait,
et qui contribue en fait à préciser la description des actions et des procédures, des processus que je réalise lorsque je fais quelque chose. Donc, il se dote d'une sorte d'armature conceptuelle, mais en même temps très concrète et très inscrite, et qui lui parle directement depuis son expérience à lui. Donc, qui ne sont pas seulement des concepts, c'est vraiment des... C'est pour ça qu'il parle d'opération. Donc, il reprend à son compte ces concepts dans cette vertu donc opératoire et descriptive qu'il y voit. Et en même temps, il va se désolidariser très vite de la position philosophique de Husserl, notamment de l'idéalisme transcendantal qui émerge dans les idées directrices 1, d'une forme d'ontologie, pas forcément complètement fondationnelle, mais quand même relativement théorique, qu'on trouve encore chez Husserl. Et de ce fait, par exemple, l'époquée, donc la méthode même de la phénoménologie, donc la méthode de suspension que nous connaissons, qui est emblématique donc, du geste d'interrogation et de remise de prise de distance par rapport à des contenus d'interroger, par rapport aux préjugés, eh bien, il va la comprendre non pas moins comme un principe de justification rationnelle et théorique de la connaissance, comme on peut le dire dans certains énoncés de Husserl, notamment dans les idées directrices 1, et il va plutôt la comprendre comme une opération pratique, cette suspension, productrice d'une expérience du coup réexaminée, et notamment justement permettant le dégagement, l'affranchissement à l'égard des présuppositions. Donc il va prendre cette méthode vraiment comme une véritable effectuation. Et du coup, c'est vrai que de mon côté, ma propre relecture de la phénoménologie de Husserl, au milieu des années 90, déjà à ce moment-là, précisément dans cet esprit de revenir à l'idée d'une pratique d'effectuation d'une expérience réelle de l'époque. Cette relecture que j'ai, pour ma part, identifiée parfois sous l'expression d'empirisme transcendantal, pour décaler de l'idéalisme imputé à Husserl, et pour faire droit à plein, finalement, à la notion même d'expérience transcendantale, donc, pas en faire un simple mot, mais vraiment montrer à quoi ça correspond concrètement. Eh bien, cette relecture, ma relecture, j'ai rencontré à ce moment-là le travail de Pierre Vermersch, d'explicitation d'un vécu spécifié de l'expérience, hic et nunc, donc d'un sujet donné. Et c'est cette rencontre, non seulement de l'approche de Pierre Vermersch, mais de sa personne, enfin de la réalité même de ce qu'il faisait en tant que personne. C'est ça qui a donné lieu donc, à un travail qui a eu lieu pendant plusieurs années avec aussi Francisco Varela, avec ce neurobiologiste chilien, à des échanges continus pendant plus de 5 ans et qui a donné lieu à un ouvrage donc d'abord publié en anglais et puis ensuite en français, donc sous le titre en anglais On Becoming Aware, Pragmatics of Experiencing, donc qui vraiment s'attache à rendre compte de ce geste de prise de conscience de l'expérience singulière d'un sujet donné. Et donc, par le biais de cette technique d'entretien d'explicitation, on permet en effet au sujet que nous sommes d'accéder plus finement à un vécu singulier, lequel est souvent, comme je disais, recouvert sous sa représentation plus générale, générique. Donc, typiquement, par exemple, si je vous demande comment vous vous êtes réveillé ce matin, comment, et que vous me répondez que d'habitude, le matin, c'est le réveil qui vous réveille, et bien en réalité, si vous me répondez ça, vous me décrivez la structure habituelle de votre expérience de réveil. Ou encore la représentation que vous avez de votre réveil de ce matin. Et donc Pierre Vermersch dira que vous décrivez dans ce cas une classe de vécu. C'est-à-dire en fait que la formulation de votre expérience de ce matin, c'est le résultat sédimenté, implicite d'une multiplicité d'expériences. Mais ce n'est pas celle de votre vécu singulier et unique de réveil de ce matin. Et donc, c'est par exemple ce type de description que l'on lit dans beaucoup d'analyses des phénoménologues, des philosophes phénoménologues, lorsqu'ils se réfèrent à une situation, qu'ils considèrent qu'ils se réfèrent à une situation donnée. Husserl, par exemple, je prendrai juste un exemple, Husserl nous décrit au paragraphe 27 des idées directrices 1, dans ce texte de 1913, il nous décrit donc l'expérience suivante, je le cite rapidement, dit-il, je puis déplacer mon attention, la détacher de ce bureau que je viens d'observer attentivement, la porter à travers la partie de la pièce que je ne voyais pas
derrière mon dos, vers la véranda, on pourrait quasiment faire la même chose, dans le jardin, vers les enfants sous la tonnelle. Il décrit une situation d'expérience et on pourrait se dire que, d'une certaine manière, il décrit une véritable expérience. Donc, il est bien en première personne. Il est bien en train de décrire une expérience en première personne qu'il a lui-même vécue. Mais cependant, en dépit du fait que l'énoncé est bien au temps présent, donc je viens d'observer, etc. En dépit donc du fait que le passage, l'énoncé décrit contient un déictique, ce bureau. C'est des critères importants pour vraiment montrer qu'on est en première personne. En dépit du fait que cet énoncé se trouve porté par un je qui est situé dans un espace concret et familier. Donc tous ces marqueurs sont des marqueurs très clairs d'une prise de parole incarnée. C'est l'expression même de Pierre Vermersch. Prise de parole incarnée, c'est-à-dire vraiment prise de parole en première personne. Eh bien, cependant, en dépit de tout cela, j'ai pris un exemple un peu intéressant aussi parce qu'il permet de se poser des questions et ça peut laisser la place à une ambiguïté. C'est là qu'on voit la complexité de la chose. L'expérience reste, à mon sens, générique. La description reste structurelle. Et en fait, l'indicateur du fait qu'on ait un niveau de généricité et de structure générale de l'expérience, c'est le mode qui est utilisé par le verbe qu'on a, donc le mode de la possibilité, qui ouvre la description, qui est le point de départ de la description. Quand Husserl nous dit « je puis déplacer mon attention », je puis déplacer mon attention. Husserl a pu vivre cette expérience des dizaines de fois. Il nous restitue en réalité une expérience structurelle de déplacement attentionnel, dans laquelle, bien sûr, nous pouvons nous-mêmes entrer, nous pouvons nous-mêmes réeffectuer cette expérience pour nous-mêmes. Et donc, d'une certaine façon, c'est la vertu aussi d'une modalisation, une modalité par le possible. Ça ouvre la possibilité, justement, que chacune puisse refaire l'expérience ou la vivre au moment même où il la lit. Mais malgré tout, donc, ce mode de transposition en imagination qu'on connaît, le mode de la possibilité, chez Husserl, c'est la transposition en imagination qui est propre à ce niveau de la possibilité. Eh bien, il n'en reste pas moins que le vécu attentionnel qui est ici décrit n'a rien de singulier. Et que la conséquence directe, c'est que la description reste menée finalement à gros traits et de manière générique. Donc on pourra revenir sur ce mode de la transposition par imagination qui a certaines vertus, à mon sens aussi, dans la conception qu'a Husserl de la relation à l'expérience, et qu'il est important de distinguer de ce qu'est la description d'une expérience singulière. Donc du coup, si je vous propose de revenir au moment précis où vous vous êtes réveillé ce matin, donc je repars de l'expérience en question, et si je vous propose de décrire les micro-processus d'émergence à la conscience qui fut votre réveil, eh bien, je n'obtiendrai en réalité une description fine de votre vécu, de ce moment-là, que si je vous invite à y revenir précisément, revenir précisément à ce moment, en décrivant, par exemple, pour commencer, ce serait l'amorce d'un entretien d'explicitation, on ne va pas mener évidemment maintenant, mais on peut en décrire le format et puis certains éléments préparatoires, décrire d'abord le contexte, comment vous êtes allongé. Comment est la pièce? Est-ce qu'elle est spacieuse? Est-ce qu'elle est étroite? Est-ce qu'elle est haute, basse? Donc, retrouver des repères spatiaux. La lumière, la chaleur. Revenir au moment précis où, par exemple, le réveil sonne. Bien, vous vous réveillez avant qu'il sonne? Vous vous réveillez sans réveil? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes dispo à ce moment-là? Encore fatigué? Comment est votre état émotionnel? Est-ce que vous êtes déprimé, serein, tendu? Votre état cognitif? Est-ce que vous êtes déjà focalisé? Ou bien est-ce que c'est encore très ouvert? Quels sont, par exemple, vos moments d'orientation interne dans l'espace? De processus rapide ou pas de reconnaissance de l'espace dans la pièce? Si vous êtes dans une chambre d'hôtel, si vous êtes dans un lieu qui n'est pas votre lieu familier, etc. etc. Vous voyez, donc là, c'est vraiment simplement la description du contexte, où on prend ces marques et où on se remet dans l'expérience, dans le moment vécu lui-même. Donc, c'est vraiment les préliminaires, en fait, d'un entretien d'explicitation. La description du contexte et où on essaye de faire en sorte que la personne revienne soit en posture que Pierre Vermersch appelle une posture d'évocation, c'est-à-dire une posture où je suis à nouveau là,
dans le moment même que je vais ensuite décrire. Donc, j'ai encore rien fait, mais c'est le moment clé où on se réancre vraiment. On crée un ancrage et on se réinsère dans ce moment-là. Du coup, la technique de l'entretien d'explicitation, qui a été rebaptisée récemment microphénoménologie, eh bien, c'est vraiment une discipline de description fine de ces microprocessus corporels, des sensations, des kinestèses, des sensations proprioceptives internes, voire cardiaques, et des sensations, des processus internes, qu'ils soient cognitifs, attentionnels, émotionnels, imageants aussi, des images internes qui viennent. Et donc, toutes ces dimensions eh bien, sont une façon d'ouvrir, de déplier, en réalité, le moment vécu singulier par un sujet à un moment donné dans un lieu précis. Donc là, en l'occurrence, l'expérience que j'ai prise du moment du réveil qui est vraiment une fraction de seconde. Donc c'est vraiment très, très limité dans le temps. Donc en fait, Pierre Vermersch, en ayant ce souci de situer l'entretien d'explicitation sur ce terrain donc d'une expérience singulière et déterminée, eh bien, il fait le pari d'un choix de description affiné, spécifié, ce qui, évidemment, par rapport à Husserl, déplace à deux titres le curseur descriptif, puisque le vécu est singulier, spécifié, il n'est pas générique et structurel. Et deuxièmement, le niveau de granularité, donc de finesse de la description est renforcé, ce qui va donner lieu donc à la mise au jour de microséquences très fines, de processus détaillés d'émergence du vécu, et à la mise en évidence de moments qui parfois peuvent être quasi synchrones ou synchroniques dans l'expérience. Donc voilà, on pourra discuter plus avant de cette relation entre la phénoménologie husserlienne et ce projet de microphénoménologie. J'ai pour ma part développé un peu plus cet aspect-là dans un autre article un peu récent qui s'intitule la phénoménologie husserlienne à la lumière de la microphénoménologie, qui est paru cette année, je crois que c'était cette année ou l'année dernière, dans un volume édité par Dominique Pradel et Julien Fage. Il y a un colloque qui a lieu sur Husserl et la Fondation des sciences. C'est paru chez Hermann il y a peu de temps. Donc j'ai développé un peu ce point-là, on pourrait y revenir si vous voulez, cette distinction qui me semble être salutaire à ménager entre la phénoménologie husserlienne et la microphénoménologie. Même si l'une est dans la filiation de l'autre, en même temps, vous voyez, il y a des différences de niveau d'approche et de description. C'est intéressant de stabiliser finalement la relation et la distinction de façon à pouvoir évaluer quels sont les atouts respectifs de ces deux démarches et montrer peut-être plus avant encore comment elles peuvent s'aider l'une l'autre et s'enrichir l'une l'autre. Donc en évitant de jouer l'opposition entre ces deux niveaux et en essayant de montrer comment elles sont complémentaires. Dans mon esprit, elles sont complémentaires. Il ne s'agit pas du tout de renoncer à la phénoménologie husserlienne ni à d'autres phénoménologies, à d'autres philosophies phénoménologiques, mais simplement de bien savoir où on est quand on est dans ces perspectives-là par rapport à ce que propose la microphénoménologie et d'utiliser finalement les ressources respectives de ces deux types d'approches. Donc à présent, dans un deuxième moment, je vais entrer justement dans ce que j'ai appelé l'autodescription, une expérience en première personne. Donc ce terme d'autodescription, je le reprends en fait à un psychiatre précurseur de la psychiatrie phénoménologique qui est Karl Jaspers, qui a un contemporain de Husserl, en fin de compte, qui a écrit dès 1913 un grand traité de psychopathologie, qui est un auteur absolument impressionnant au niveau de sa finesse descriptive, justement, et qui parle lui-même d'autodescription. Il utilise ce terme d'autodescription pour décrire, pour reprendre en fait la manière dont les patients qu'il a en charge rendent compte de leur propre expérience et de leur propre pathologie. C'est une autodescription dans le sens où ça n'est pas le rapport, le compte-rendu d'un cas clinique que prendrait, qui serait pris en charge par le psychiatre ou la psychiatre et qui relaterait ce que vit le patient. On est vraiment en première personne, c'est le patient lui-même qui raconte ce qu'il vit. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'a finalement pas trop d'autres exemples d'autodescription, en tout cas dans la littérature phénoménologique. Donc là, c'est lié à des enjeux pathologiques et c'est vraiment très intéressant. Donc, une autodescription d'une expérience en première personne, de façon à essayer de vous montrer en acte, de façon cohérente, finalement, comment on peut pratiquer une telle approche microphénoménologique
plutôt que de me contenter de la présenter, comme je viens encore de le faire d'ailleurs là, un peu en surplomb et de manière assez autocontradictoire, en tenant un discours sur elle. Donc je vais donc partir essayer de dessiner un peu le cadre général de cette expérience, hein, qui s'inscrit donc dans la situation que nous vivons en ce moment. Donc des mois de confinement de fin février à mai 2020. C'est une expérience qui remonte finalement à peu près 6 mois. Donc ces mois qui ont été qualifiés par beaucoup autour de nous et dans la presse aussi de sidérants. On retrouve souvent ce terme de sidération, d'étrange, d'inédit. Et en effet, le temps qui nous a été donné de vivre durant ces quelques mois de confinement, qui vont me fournir le cadre général de l'expérience que je vais décrire, eh bien, ce temps a été tellement nouveau et surprenant que il nous a finalement laissé peu de répit, dans un premier temps en tout cas, pour métaboliser ce qui était en jeu durant ce temps-là, pour le conscientiser, pour le verbaliser. Et personnellement, en dehors de quelques petits textes que j'ai pu écrire, mais qui avaient plutôt un statut journalistique et qui étaient liés à l'incohérence de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, je n'ai pas écrit grand-chose en fait durant ces quelques mois. En fait, j'étais vraiment à fleur de ce qui se passait, de ce que je vivais, de ce qui était en train de se vivre. Et donc, je voudrais, c'est un peu l'occasion, vous me fournissez une bonne occasion, revenir sur quelques vécus de ce temps si singulier. Et donc, de plusieurs façons. D'abord, comment le confinement a de lui-même généré pour moi, et sans doute aussi pour un certain nombre d'entre nous, donc c'est là que la singularité peut s'universaliser, générer pour moi un autre rapport au temps, d'une part. Comment ce temps qu'on pourrait nommer retrouvé, en reprenant le participe passé proustien, n'a pas pour autant correspondu à un temps qu'on pourrait nommer liturgique, c'est-à-dire à un temps méditatif. Ce qui est parfois appelé quand on a ce genre d'espace qui s'ouvre. Et comment l'expérience de ce temps s'est alors imposée à moi sous le vocable de la fragilité. Quel genre de réponse à cette fragilisation a émergé. D'où le titre, l'expérience en première personne de la fragilité. Et donc pour chacune de ces étapes, pour ces deux grandes étapes, donc quel genre de rapport au temps, nouveau rapport au temps, différent d'habitude. Et puis donc cette expérience de la fragilité, je vais proposer une petite vignette d'auto-explicitation. Donc sur le mode de l'autodescription, auto-explicitation, en première personne, donc où je cherche à ancrer finalement ces intuitions d'un autre rapport au temps et d'une expérience de la fragilité, en revenant donc à quelques instants sources vécues de ce moment-là. Donc, un mot pour commencer concernant un terme qui, à mon sens, de façon plus globale, en fait, la signature de ce temps pandémique qui met notre corps à l'épreuve, qui interroge la puissance de la nature, qu'elle soit en nous ou en dehors de nous, et qui, à mon sens, spécifie assez bien cette approche donc, dans laquelle je choisis d'avancer. Donc le terme même d'écologie, hein, c'est ce terme-là, donc, qui, à mon sens, est vraiment la signature de notre temps actuel. Et de ce point de vue-là, il n'est pas anodin, je dirais, que la pandémie durable dans laquelle nous entrons, et qui, à mon sens, n'a plus grand-chose à voir avec une crise sanitaire. Elle n'a pas grand-chose de provisoire et elle a plutôt l'allure d'une réalité chronique, en fin de compte. Cette pandémie, en fait, que nous vivons, eh bien, on le sait, elle a des fondements et des implications directement écologiques, dans la mesure où l'émergence de ces nouveaux virus, de ces nouvelles maladies, est clairement liée à une modification générale des écosystèmes dans le monde entier. Donc, de ce point de vue-là, je prends en réalité le terme écologie, vous allez voir en fait le lien avec ce que je vais dire ensuite, en son sens premier, donc cristallisé par le préfixe éco, et donc en lien aussi avec, dans l'étymologie du terme grec, donc oikos, hein, chez Aristote, de façon inaugurale dans son texte, les politiques, qui désigne la maison, le foyer, le centre, le lieu donc nourricier, nourrissant, là où on est soi et entre soi, inexposé au regard des autres. Bref, là où on habite, hein, oikio. Et donc concrètement, je pense que nous avons tous expérimenté avec le confinement,
forcé contraint, hein, d'une certaine façon, contrainte objective, ce lieu retrouvé de la maison de l'oikos. Et c'est, à mon avis, le sens premier, vraiment matriciel de tout ce qui peut être ensuite mis en œuvre sur un plan plus large et politique notamment, d'un discours engagé pour l'environnement et en faveur de la relation à la nature. Et c'est ce sens premier que je vais suivre, en fait, que je vais prendre comme fil conducteur. Donc l'expérience vécue, retrouvée de la maison, mais au sens aussi intérieur du terme, comme un levier possible d'une redécouverte de tous les enjeux qui sont les nôtres et actuellement donc tous les effondrements en fait que nous devons traverser. Ce que Michael Fessel appelle l'apocalypse, qui est peut-être un peu un terme fort pour décrire ce qui se passe ou ce qu'on est en train d'expérimenter dans son livre Critique de la raison apocalyptique. Je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui nous inquiète ici fortement dans ce que nous sommes en train de vivre, et peut-être qu'on est nombreuses à ne pas avoir vécu avec cette intensité. Donc le temps retrouvé, un temps étal, que j'ai nommé étal, à mesure que le confinement s'est installé dans la durée, un certain nombre de mes amis me racontaient comment finalement cela n'avait pas changé grand-chose pour eux, comment ce fut même l'occasion de se rassembler, d'entrer davantage en relation avec vous, avec soi-même. C'est peut-être ce que vous avez expérimenté aussi, voire de ne plus subir le regard des autres, de ne plus être exposé à leur jugement, d'être dans une sorte de relation retrouvée à soi-même. Et donc après le premier moment de sidération et de prise de conscience du changement brutal qu'allait occasionner ce confinement, on a tous été quand même assez sidérés et c'était assez brutal, bien, je pense qu'on est assez nombreux et nombreuses à avoir redécouvert un temps différent, à avoir expérimenté une autre qualité, plus étale justement, un temps sans échéance finalement, sans rendez-vous, sans obligation autre que celle que je me propose à moi-même. Et donc pour moi, ce temps, effectivement, c'est à un certain moment nommé d'un terme que je vais essayer de faire sonner et résonner, qui est le nom en fait du village où je vais régulièrement en vacances au bord du lac Léman. Et c'est le lieu où chaque été en fait je me retrouve justement. Je reviens d'une certaine manière à moi-même, un lieu où qui incarne vraiment profondément donc quelque chose qui relève de ce ressourcement. Donc je vous invite à écouter cette séquence d'auto-explicitation, en ayant en tête une petite consigne qui est de vérifier si cette description, si cette auto-description, qui est la mienne, résonne pour vous. Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Ou comment? Hein, donc, de faire une sorte d'avoir en tête un peu un check intérieur de comment voilà, ça se situe pour vous. Donc, le mot Jouvernay, puisque c'est le nom du village, mon village au bord du lac Léman, le mot Jouvernay a cristallisé à un moment donné, durant ce temps, la saveur émotionnelle intense d'un temps retrouvé. La mission de l'émergence de ce mot à ma conscience, ce fut l'installation dans un temps étal et sans échéance que j'ai évoqué. Le goût d'une ambiance différente de ce que mon appartement à Paris génère habituellement. Mais il y a plus encore, puisque la contrainte assumée et donc objective de ne plus se déplacer, eh bien c'est aussi, au fond, ce que je vis, moi, régulièrement dans ce village, à Jouvernay. C'est mon périmètre, dans la mesure où il est limité par l'usage simplement de la marche à pied ou des vélos. Donc, au-delà de ces conditions d'émergence, donc ça, c'est les conditions générales de ce mot à ma conscience, j'en viens à présent au moment même de son apparition même du mot à ma conscience. Je suis installée à la fenêtre de la salle à manger, le seul endroit dans l'appartement où le soleil donne à flot, au tout début de l'après-midi. Je suis entourée par une sorte de jardin intérieur, un olivier, des jardinières qui sont très bons. Je viens de déjeuner avec ma fille, j'ai un café à la main, et sans doute ai-je à cet instant déjà recréé sans le savoir les conditions concrètes
de Jouvernay, à savoir l'après-déjeuner, le soleil, l'assise, un petit jardin. Et en fait, je ne le sais pas encore à cet instant. C'est quelque chose d'implicite. J'ai à la main un livre et je suis tout simplement là en train de goûter l'instant. Peu de bruit dans la rue, des voix au loin, pas de voiture. La rue est extraordinairement vide. Je prends quelques gorgées de café brûlant. Je sens la chaleur du soleil sur mon épiderme. Je me sens respirer plus profondément, ouvrir ma cage thoracique, comme pour m'emplir de l'air qui embaume, plus largement de l'ambiance de ce moment. Et il y a alors le goût diffus d'une ambiance familière. Alors, je ferme les yeux et je visualise les escaliers de ma maison à Jouvernay, la chaleur de la pierre, le cerisier en face dans le jardin, les sons des pies et des moineaux dans l'arbre, et je m'entends prononcer intérieurement Jouvernay. Ça, c'est vraiment le processus que j'ai essayé de retrouver, donc par un travail d'évocation, de revenir moi-même à ce moment-là. Donc, ce n'est pas le fruit d'un entretien, cette fois, c'est vraiment un travail d'auto-explicitation. C'est aussi une méthode, une technique que Pierre Vermersch a mis en place un peu plus tard, à partir de 2006, donc que j'ai reprise et que j'utilise. Et donc, c'est vraiment le processus encore assez... qui pourrait être décrit beaucoup plus finement encore, bien sûr, mais les premiers éléments d'un processus de description de l'émergence d'un mot à la conscience, ce qui est un type d'exemple intéressant d'expérience en première personne qu'on utilise assez couramment et qui correspond à finalement un type d'expérience qu'on peut tous avoir, en fait. Comment un mot, à un moment donné, émerge à ma conscience. Quelque chose qui était là, mais diffus. C'est aussi des expériences, par exemple, que décrit beaucoup plus tôt, au début du XXe siècle, William James, quand il parle de tip of the tongue experience, l'expérience d'avoir un mot sur le bout de la langue. Et à un moment donné, ce mot arrive et on a beau avoir essayé de le retrouver, on ne le retrouvait pas, avec toute la meilleure volonté du monde, et il arrive au moment où on ne s'y attendait pas. C'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, il y a un cadre qui est intéressant à avoir en tête, on peut l'ouvrir beaucoup plus que ce que je viens de faire, mais... donc voilà, donc du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir en tête la manière dont on peut procéder quand on veut intégrer, rentrer dans une expérience en première personne de façon concrète. Donc j'ai, comme beaucoup d'entre nous, j'ai vraiment vécu ce ralentissement du temps et cette conscience d'un réancrage au point de me dire à chaque instant, finalement, à mesure que se rapprochait, quand on l'a su, le moment fatidique d'un déconfinement, donc, qui a eu lieu le 11 mai, comme vous savez, cette idée que j'installerais en moi-même, finalement, cette contrainte au départ imposée de rester chez vous, pour en faire le baromètre d'un quotidien et sortir définitivement de l'agitation que nous connaissons. Donc voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là dans un premier temps. Éventuellement, je reviendrai sur d'autres éléments que j'avais en tête concernant donc, cette notion de fragilité que j'ai finalement laissé un peu de côté là dans le propos, mais sur laquelle je pourrais revenir dans l'échange si vous voulez, et qui répond à une deuxième expérience. Mais je me rends compte que le temps passe et peut-être ça vaut la peine d'avoir un échange et de ne pas occuper toute la place. Donc, je vous remercie de votre attention.